temps de changer de place. Bonjour à tous. Mon nom est Shemon Yaguewo, je suis journaliste auprès du magazine Forbes Afrique et Le Point. J'aurai, comme Philippine vous a introduit, l'immense privilège de modérer ce débat qui sera intitulé « Pour une gestion 2.0 du NODO en péril, innovation tech et synergie Europe-Méditerranée en Afrique ». Comme on le sait, c'est comme une question au vu de l'actualité qui est quand même urgente, au vu du changement climatique, des sécheresses à répétition, que ce soit ici dans les Bouches-du-Rhône ou même dans les parties africaines, que ce soit au Maghreb, au Sahel et même jusqu'en Afrique du Sud. Donc voilà, je crois que nous sommes aujourd'hui bien dedans avec des intervenants qui vous donneront des opinions vraiment bien tranchées et aussi avec quelques sujets intéressants que nous avons préparés en amont. Et donc voilà, je vais pas tarder, je voudrais pas tarder en faisant la mise en relation par moi-même. Je vais laisser les intervenants se présenter par eux-mêmes et je vais commencer par vous, Monsieur Réau, si vous pouvez vous présenter succinctement en 30 secondes, 1 minute. Bonjour à tous, Didier Réau, donc je suis vice-président du département aux solutions fondées sur la nature. Je suis également vice-président de la métropole pour tout ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, de la mer, du littoral, des ports. Et donc je suis aussi président du parc national des Calanques. Donc j'ai un grand spectre sur l'eau et la biodiversité, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Réau. Madame Chéniaud. Bonjour à tous. Amira, je suis cofondatrice CEO de Cibex. Donc Cibex, c'est une start-up qui est spécialisée dans l'irrigation de précision. On développe des solutions, principalement une plateforme sans capteur qui permet entre autres de préconiser les doses d'irrigation de façon journalière et donner des prévisions jusqu'à 14 jours aux agriculteurs pour qu'ils puissent produire plus et mieux sans pour autant abuser en utilisation des ressources. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Guilleux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Guilleux, je suis le directeur du Technopôle de l'Arbois. Le Technopôle de l'Arbois, c'est le territoire dans lequel vous vous situez ici, à The Camp, et c'est aussi le territoire un petit peu plus haut. C'est un technopôle qui est dédié à la protection de l'environnement. Il y a à peu près 400 enseignants-chercheurs sur le site, une grosse école doctorale à peu près avec 300 étudiants, et il y a une centaine de jeunes entreprises innovantes, de start-up qui développent des solutions effectivement pour le futur de l'humanité, de la planète, et notamment dans les solutions dédiées à la protection de l'eau. Donc, si je comprends bien, on est vraiment sur vos terres ici. C'est ça, bienvenue à la maison. Monsieur Dauphren, à vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour, donc Pierre-Alexis Dauphren, je suis Chief of Staff chez Cumulus, qui est une start-up franco-tunisienne créée il y a 2 ans et qui a développé une machine qui permet d'extraire l'humidité de l'air pour la transformer en eau potable, jusqu'à 30 litres par jour. Voilà. Monsieur Boig. Oui. Bonjour à tous, donc je m'appelle Simba Akes, je suis le cofondateur et le CEO de la start-up WaterSec. Donc WaterSec est né afin de façonner un comportement plus responsable par rapport à la consommation de l'eau. On a conçu des capteurs IoT qu'on installe chez nos clients et on leur offre un dashboard là où ils peuvent suivre en temps réel la consommation de l'eau, détecter tout type d'anomalies comme les fuites, les surconsommations, générer des rapports. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que et le citoyen et l'entreprise vit une expérience avec l'eau, nous on la compare par rapport à l'historique ou par rapport à des communautés similaires, et ça dans un but de rendre leur consommation plus responsable. Je vous remercie. Alors, comme je vous disais, chère audience, ici, dans les Bouches-du-Rhône, ce qui m'a un peu interpellé quand je lisais un peu ici les différentes informations qui m'ont été fournies, que chaque année, il y a une menace croissante avec une moyenne de 12 000 hectares de forêt qui sont brûlés par an. Ça se trouve énorme, monsieur Roux. À part cette situation-là et ce facteur-là, quels sont les autres, si vous pouvez nous faire un petit peu succinctement une analyse du changement climatique et de l'accès à l'eau ici dans la région? Alors, on a effectivement connu des années où il y avait des incendies extrêmement importants. Les derniers grands incendies, quand même, remontent à plusieurs années. D'abord parce que on a réussi au département des Bouches-du-Rhône à mobiliser beaucoup de crédits pour le service départemental d'incendie et de secours, donc les pompiers, les sapeurs-pompiers, et avec une bonne collaboration avec les marins-pompiers de Marseille. C'est aussi une meilleure gestion des territoires et des terrains du département en espaces naturels sensibles, avec une volonté de développer des pistes DFCI, de développer une meilleure gestion de la nature, des espaces boisés, qui ont permis de réduire drastiquement quand même le nombre d'hectares brûlés dans les Bouches-du-Rhône. Je crois que l'année dernière, on a été à moins de 20 hectares, avec des départs de feu qui sont pris immédiatement en charge par les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône
parce qu'on a des vigies qui sont installées maintenant depuis 3 ou 4 ans sur l'ensemble des points hauts des massifs forestiers par les sapeurs-pompiers et qui sont tous à moins de 7 minutes d'intervention sur un feu. Donc en 7 minutes, ça veut dire qu'on a forcément un sapeur-pompier ou un marin-pompier qui sera présent sur le feu. Et donc on est tout de suite là sur les départs de feu. Donc on a largement limité. Sur le changement climatique, forcément les Bouches-du-Rhône, comme l'ensemble du littoral méditerranéen, ils sont confrontés. On aura, et on a déjà commencé à avoir une submersion marine qui montre son nez, notamment sur la partie de la Camargue, c'est pas nouveau. Et puis on a aussi des questions d'alimentation en eau qui sont de plus en plus prégnantes. Alors je rassure tout le monde, nous ne sommes pas dans une situation où l'eau manquerait dès demain. Elle manque aujourd'hui, elle a manqué l'année dernière, pour des usages qui se sont créés sur des réserves d'eau, soit pour créer de l'électricité, soit pour alimenter en eau potable. Je parle de Serponçon et de Sainte-Croix, qui sont 2 réserves d'eau qui ont été créées dans les années 50-60 pour alimenter en eau l'agriculture, l'industrie, chaque foyer, mais aussi pour créer de l'électricité hydraulique. Quand on a parlé du manque d'eau, en fait, ça manquait d'eau pour les gens qui ont créé un usage touristique, donc créé des pontons, et les pontons étaient 3 mètres plus hauts, pour faire simple, que ce qu'ils devaient être. Mais en tout cas, sur l'alimentation fondamentale en eau, nous n'avons pas de problème de réserve d'eau aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'économiser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mieux gérer l'alimentation en eau, à la fois en eau potable, mais aussi dans la gestion des milieux aquatiques, qui sont aussi des réserves de biodiversité. Justement, M. Réau, quels sont vos pronostics un peu pour le futur? Car aujourd'hui, vous dites que la situation est maîtrisée, mais vos pronostics un peu pour le futur des 5 à 10 années à venir? Alors, nos pronostics, dans les 5 à 10 années à venir, ils dépendent beaucoup des glaciers, et notamment des glaciers des Alpes, que ce soit pour le lac Léman beaucoup plus haut, que ce soit pour Serponçon ou Sainte-Croix, on a cet approvisionnement. Donc j'aurais bien de la peine à me mettre dans la peau d'un climatologue et de vous dire voilà comment ça va évoluer. Hier, j'étais dans une autre conférence où nous avions une climatologue sur les glaciers qui avait un pronostic assez pessimiste, notamment sur les pôles. Qui nous a un peu parlé des Alpes, mais effectivement il y a un pronostic plutôt pessimiste, donc ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe la bonne gestion de nos réserves en eau. C'est pas parce que ça s'est plutôt bien passé les années dernières que ça va bien se passer si on ne fait rien les années prochaines. Donc on est dans une meilleure gestion, une gestion économe de l'eau, de ces réserves, et c'est ce que nous faisons sur l'ensemble du département et de la métropole. En gros, pour conclure, si on gère bien nos espaces naturels, si on leur permet d'être résilients, si on leur permet d'avoir justement une bonne qualité d'absorption, de collecte de l'eau et de diffusion de l'eau, ça veut dire que nos bassins versants soient aussi bien gérés, nous aurons une plus grande facilité à gérer l'approvisionnement en eau. Voilà. Donc une meilleure gestion de votre environnement permettrait de mieux, je dirais, aussi contrôler le flux de l'eau. Qu'en est-il de la rive sud de la Méditerranée, Madame Chekiouz? Alors, c'est tout à fait le contraire, parce que je peux dire. Donc là, c'est pas alarmant. Donc au Maghreb, c'est alarmant. Et ça dure depuis... le stress hydrique, on l'a commencé à le vivre depuis 20 ans. Aujourd'hui, depuis 10 ans, on est sur des pics. Et aujourd'hui, ça urge. Et il y a des indicateurs de stress hydrique aujourd'hui, surtout par rapport au changement climatique, le décalage des températures, des pluviométries, etc. Je prends l'exemple, par exemple, la Tunisie, on est au-dessus de moyenne de stress hydrique. Aujourd'hui, la moyenne de stress hydrique, c'est 500 mètres cubes par habitant par an. En Tunisie, on parle de 400 mètres cubes. Donc, et ça, en tout cas, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on a ce chiffre-là. On estime que ça va être beaucoup pire pour les années prochaines et il faut vraiment agir par rapport à ça. C'est pareil pour le Maroc, pour l'Algérie, c'est un peu plus mieux, entre autres, pour l'Égypte et la Libye aussi. Donc, toute la côte Maghreb aujourd'hui, si on prend le map, là, on a la variation des couleurs des stress hydriques par continent. Vous allez voir qu'au Maghreb, on est au rouge foncé. Donc
Donc voilà. Donc là aussi, c'est parce que tout simplement il y a un épuisement des ressources naturelles, entre autres, parce que tout simplement il n'y avait pas une bonne maîtrise de la gestion des ressources en eau, que ce soit pour l'agriculture, pour les autres industries. Il y a beaucoup de gaspillage. Il n'y a pas des mécanismes en place. Il y avait des mécanismes comme les barrages pour le stockage d'eau, etc. Mais on a épuisé la nappe phréatique de telle façon aujourd'hui, c'est presque impossible de la réalimenter. Je prends l'exemple de la France en 2022. J'étais en discussion avec l'agence de l'eau et on avait évoqué en fait l'année de sécheresse. Donc après l'année de sécheresse, il m'a dit, en fait, l'expert qui était là, il m'a dit, il nous faut en France aujourd'hui, faut que ça pleuvoir tous les jours, sans arrêt, pour qu'on puisse recharger à 100% notre nappe. Donc imaginez le cas en Tunisie, au Maghreb, enfin en Maroc ou en Algérie. Non. Est-ce que vous direz qu'il y a des défaillances parfois un peu dans la gestion de l'eau qui se fait de moins... Oui, ben après, chaque pays a des ressources. Et ces ressources-là, elles se régénèrent entre autres avec la pluie. Avec le changement climatique, on n'a plus assez de pluie. Donc là, il y a des décalages. Et aussi, on a moins de pluie qu'avant. Donc la recharge des ressources, ça devenait en plus moindre. Et de l'autre côté, où il y a du gaspillage. Et au pays, en Afrique, l'agriculture, c'est 80%, elle utilise 80% des ressources en eau. 80% des ressources en eau qui sont utilisées, pas en maîtrise, soit en surconsommation ou sous-consommation, tout dépend des pays. Régions. Voilà, donc, des régions. le gaspillage est un des gros défis alors dans la solution. Oui, effectivement. Alors, je vais me tourner vers vous, M. Boaquez. Quid de la transparence au niveau de la gestion de l'eau? Si on peut parler juste des défis avant de parler des solutions. Oui, bien sûr. Juste une parenthèse par rapport à ce que a dit Amira. Moi, je partage tout à fait son point. Mais on parle de stress hydrique à partir de 1000 mètres cubes. À partir de 500, on parle de pénurie d'eau. Oui. Donc, oui. Donc, par rapport à la transparence, oui. Mieux mesurer, ça ajoute cette couche. La défaillance, justement, est un des gros défis. Donc, la transparence. Oui. Oui. En fait, face à ces défis, on a besoin de mobiliser tout le monde. Et en Tunisie, on a un problème de confiance entre les parties prenantes, entre les acteurs économiques, entre l'État et les citoyens. Et ça se passe partout. On a toute une crise de confiance, surtout avec la nouvelle génération. Donc, instaurer un climat de confiance nécessite plus de transparence. Et plus de transparence nécessite une meilleure mesure et une meilleure approche. Comment quantifier l'eau qu'on a. Par exemple, Emile a parlé des nappes phréatiques en Tunisie. En Tunisie, on a un problème, c'est ce qu'on ne mesure pas n'existe pas. Donc, on ne sait pas comment les gens sont en train de consommer lors de leurs activités l'eau, et on n'arrive pas à établir ce climat de confiance qui ne peut être fait qu'en ayant recours aux nouvelles technologies, car ils nous permettent de suivre en temps réel la consommation de l'eau, de mieux savoir ce qu'on a et de mieux organiser les priorités. Donc c'est toute la tendance qui doit être à l'inverse, c'est qu'on doit prendre plus en considération ce qu'on a en eau et puis faire la distribution. Et c'est le contraire maintenant. On a les activités et ils demandent de l'eau. Non, il faut qu'on a l'eau et comment distribuer l'eau suivant la priorité de l'économie. Donc, clairement, crise de confiance, comme vous dites, peut-être aussi un regard différent sur la manière dont on gère l'eau, mais en regardant de perspectives différentes. Ce que j'ai aimé dans les échanges qu'on a eu de ces débats, c'est que peut-être il faudrait changer de perspective quand on parle soit du gaspillage de l'eau, c'est le water footprint. Et, parce que nous, lorsqu'on regarde, on impose un regard sur le changement climatique, l'environnement, on parle souvent dans les médias d'empreinte carbone, mais très peu de water footprint. Et donc, je voudrais vous demander quelle est sa définition, Madame Cheikouz, et en quoi cette perspective, à vous, je m'adresse à vous après, Monsieur Gailleux, peut-il apporter une solution à ce changement de regard? Ce sera la deuxième question. Donc, comment pourrait-on définir succinctement le water footprint, oui. Madame Cheikouz? Alors, on connaît souvent le carbon footprint qui est aujourd'hui réputé. Le water footprint, c'est ce qu'on appelle aussi l'empreinte hydrique. C'est de mesurer en fait la quantité d'eau utilisée pour produire un service ou un bien ou quoi que ce soit dans une industrie ou autre. Donc avant, on utilisait l'eau
d'une façon abondante, parce qu'on a pensé que c'est une ressource abondante, en tout cas. Mais aujourd'hui, on va pouvoir suivre de plus en plus ce KPI-là ou cet indicateur-là, car ça nous concerne tous. Ça concerne toute la population du monde, à savoir la continuité de survie de toute personne sur cette terre-là, parce que l'eau, c'est la vie. Donc, il y a depuis 2023, il y a tout un consortium ou un nouveau network qui a été créé par des leaders de l'industrie qui s'appelle Water Footprint, et on va commencer à calculer ça, à donner des crédits, entre autres pour les industries qui font un bon usage de l'eau. On va commencer aussi à donner des crédits aux agriculteurs qui vont pouvoir aussi adopter cette stratégie-là, et on va pouvoir aussi, le consommateur en lui-même, quand il achète, il va pouvoir suivre, est-ce que, si je prends par exemple de la pomme de terre ou quoi que ce soit, il va pouvoir suivre si l'agriculteur il n'a pas utilisé l'eau en abondance, et ce water footprint il est Outre cette information qu'on trouve sur d'autres secteurs, sur les étiquettes des biens qu'on consomme, pourquoi est-il si important de parler, selon vous, M. Guilleux, de ce water footprint? Merci beaucoup. C'est vrai que je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle ont lu le dernier rapport du GIEC, mais ce qui est notamment intéressant dans le rapport du GIEC, c'est que sur cette édition-là, on parle vraiment du sujet de l'eau, et on relie le sujet de l'eau au réchauffement climatique. Ce qui est certain, c'est qu'on a parlé beaucoup d'énergie, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement. Le fait est que sans eau, effectivement, il n'y a pas de vie. Sans eau, en fait, on n'arrive pas à nourrir les populations, on n'arrive pas effectivement à poursuivre le développement de l'humanité sur Terre. Donc en fait, le sujet de l'eau, il est central. Et on s'aperçoit que par rapport à cette centralité de ce sujet, il y a une prise de conscience des États, il y a une prise de conscience des collectivités territoriales, et il y a une réponse qui est notamment à travers les législations qui sont faites, et ce qui crée un marché. Je veux dire, si il y a une problématique, si derrière il y a des personnes qui sont prêtes à acheter des solutions, mais en fait on a des innovateurs sur notre terre qui sont là pour effectivement créer des solutions et apporter leur pierre à l'édifice pour la protection de l'environnement. Et on s'aperçoit que sur des sujets, alors globalement, quand on parle de la thématique de l'eau, on parle de plusieurs sujets. Il y a le cycle de l'eau sur lequel il faut apporter des solutions. Il y a la ressource en tant que telle, la préserver, finalement un peu comme l'énergie, la meilleure eau protégée, c'est l'eau qu'on n'utilise pas aussi. Et c'est aussi comment on va faire pour trouver des solutions innovantes, et on va parler juste après, pour réussir à récupérer de l'eau à travers des moyens de filtration innovants, à travers la récupération dans l'atmosphère. Donc je pense que, en tout cas ici sur ce territoire provençal, et notamment sur le Technopôle de l'Arbois, qui est vraiment un peu la base, le fief des innovations environnementales ici sur la métropole Aix-Marseille-Provence et sur le département des Bouches-du-Rhône, il y a pas mal d'innovations qui sont faites pour essayer de travailler ce sujet. Je vous donne quelques exemples pour que ça vous parle. L'année dernière, alors vous savez que le très très grand salon mondial de l'innovation, c'est le CES à Las Vegas, CES Innovation Award. C'est vraiment la médaille d'or un peu des Jeux Olympiques. Et ici en Provence, on a une start-up qui est d'ailleurs née en Corse, pour le coup très méditerranéenne aussi, qui s'appelle Aquarobotics, et elle développe peut-être un robot qui va aller dans les canalisations d'eau sous pression, les canalisations qui ont été traitées pour être potables. Et on s'aperçoit que à l'échelle française, il y a 2 milliards de litres d'eau qui partent dans la nature alors qu'elle a été traitée, parce que les canalisations, en fait, il y a une rupture, il y a une fuite. Et en fait, ce robot, c'est de la deep tech, va rentrer dans les canalisations avec 20 barres de pression et va faire un diagnostic, va savoir ce qui se passe sous nos pieds, parce que depuis des générations et des générations, les villes ont été faites, mais on ne sait plus ce qui se passe. C'est pas des villes nouvelles que l'on a en France, il y a une vraie histoire. Et donc, du coup, elle va permettre de limiter cette déperdition de la ressource. Et ça, c'est un véritable enjeu. Il y a plein d'autres enjeux autour de la ressource. Ça peut être aussi tout simplement l'économie d'eau dans les douches. Il y a des innovations qui existent sur ce sujet-là, de façon à ce que le temps moyen d'une douche en France, c'est 9 minutes. Alors, ce n'est pas forcément le cas chez les adolescents. Et effectivement, il y a des solutions pour timer, pour faire en sorte, parce que qui dit douche dit aussi consommation d'énergie. Parce que les sujets sont tous liés, en fait. C'est vraiment le sujet de la protection de l'environnement. Et ça se développe, et bien entendu, ici en Provence, mais un petit peu partout, parce qu'aujourd'hui, ça devient une nécessité et qu'il y a un marché.
Ben, comme vous dites, donc, on prend en moyenne en France une douche de 9 minutes. Je présume que d'où je viens en Pologne, ça va être à peu près la même chose. Et il y a aussi souvent des grandes campagnes de sensibilisation par rapport à ça, lorsqu'on regarde les chaînes françaises. Et je me tournais vers vous, Monsieur Dauphren, toujours dans ce lien avec le water footprint. Est-ce que vous pensez que ces campagnes de sensibilisation sont une bonne politique? Peut-être pour réduire nos minutages en douche ou en brossage de dents? Oui, complètement. Je pense que le grand intérêt du water footprint, au même titre que l'indice carbone en son temps, c'est de faire prendre conscience un peu des ordres de grandeur qui sont en jeu du point de vue du consommateur. Donc, par exemple, vu que du consommateur, quand on pense eau, on pense la consommation d'eau potable, éventuellement la machine à laver et quelques autres usages qui sont visibles en quelque sorte. L'intérêt de cet indicateur, c'est de montrer qu'en fait, la très grande majorité, elle est invisible à nos yeux, elle est dans les produits qu'on va acheter, dans notre t-shirt, dans la viande qu'on va consommer. Par exemple, un tiers de l'eau de l'eau qui est utilisée, consommée par un Français aujourd'hui, c'est la consommation de viande. Et donc l'intérêt, en fait, par rapport à ces mesures, c'est pas du coup de voir que c'est pas seulement la douche de quelques minutes qui va avoir un impact, mais c'est consommer 1 kilo de bœuf, ça va nécessiter l'utilisation de 16 000 litres d'eau. Donc c'est de prendre conscience un peu de ces ordres de grandeur. 16 000 litres. 16 000 litres d'eau, ouais, exactement. Je vais arrêter ma consommation de viande, moi. Non, c'est pas évidemment le seul usage, mais du coup, du point de vue du consommateur, lui faire prendre conscience des ordres de grandeur qui sont en jeu, et du point de vue des industriels et des politiques publiques, aussi de savoir faire décider de quels usages vont être importants et lesquels on doit prioriser. En tout cas, merci pour vraiment cette analyse succincte, et à vous aussi, parce que vous me témoignez des chiffres qui, même moi, me font réfléchir quand même. Donc la prochaine fois que je prendrai ma douche ici à l'hôtel demain, je réduirai à 3 ou 4 minutes peut-être. Aussi, donc, on parlait d'innovation. M. Guillaume en a parlé. Qu'est-ce que vous apportez comme solution concrète avec Cumulus Water? Oui, donc je l'ai présenté rapidement au début, mais donc Cumulus, le principe, c'est qu'on extrait l'humidité qui est présente dans l'air pour en faire de l'eau potable. Et donc les usages auxquels donc l'idée, elle est née en fait quand les deux cofondateurs de Cumulus se trouvaient dans le désert au sud de la Tunisie. Et ils avaient fait un voyage de 4 jours. Et pour calculer, ils étaient un groupe de 10. Ils se sont dit, on prend 2-3 litres d'eau par jour, par personne. Et donc, en fait, en multipliant tout ça, ça fait 4 fois 10 fois 3. Je vous laisse faire les maths. Ça fait beaucoup de bouteilles d'eau en plastique qu'on va apporter. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans le désert, le matin, à leur réveil, sur leur tente, sur leur voiture, il y avait de l'eau. Parce que l'air est gorgé d'eau. Il y a 6 fois plus d'eau dans l'air que d'eau douce sur Terre. Et donc, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on extrait cette humidité qui est présente dans l'air. Et donc, c'est la machine qu'on a développée chez Cumulus, qui est une machine qui fait à peu près 1 mètre cube. Et donc, l'air rentre dans la machine, et en sortie, après être passé par différents filtres et minéralisateurs, on obtient de l'eau potable. Et donc, c'est une alternative qui a beaucoup de sens dans les zones où le réseau d'eau publique, comme ça peut être le cas, par exemple, en Afrique du Nord, ne permet pas d'avoir accès à une eau potable. Ou alors dans un réseau d'eau public qui est défaillant, avec des fuites. On parlait tout à l'heure des fuites sur les réseaux d'eau. C'est un sujet de plus en plus prégnant. Et où en fait les alternatives, ça peut être notamment les bouteilles d'eau en plastique. Et les bouteilles d'eau en plastique, évidemment, elles ont plusieurs contraintes. Déjà, elles émettent beaucoup de déchets plastiques. Elles émettent beaucoup plus de carbone que notre solution, à peu près 50% en plus. Elles sont plus coûteuses et le dernier point, c'est que ça nécessite une logistique complexe. Là où notre machine, elle permet d'avoir un point d'eau là où la personne va vivre. Et donc de décentraliser l'accès à l'eau et de rendre une forme d'autonomie à l'utilisateur final. Décentralisation de l'accès à l'eau, une des solutions que vous apportez. Je retourne vers vous, Monsieur Réau, parce que vous avez parlé quand même qu'il y a un savoir-faire au niveau ici départemental dans la gestion de l'eau. Est-ce que ce savoir-faire, moi quand j'ai discuté un peu, hier je me promenais dans Marseille, on m'a parlé de la Société des eaux de Marseille qui s'exporte. Et donc comment dans le contexte Europe-Afrique, la métropole je dirais ici et l'Afrique, vous collaborez en apportant des solutions concrètes sur le terrain, sur le continent africain? D'abord, c'est une expérience confirmée de la part de la Société des eaux de Marseille et de Métropole, et qui est confirmée, en fait, qui confirme une histoire de la gestion de l'eau ici dans cette région. J'ai parlé de Serponçon, j'ai parlé de Sainte-Croix, c'est les canaux de Marseille, les canaux de Marseille et les canaux de la Société du Canal de Provence qui alimentent finalement l'ensemble de la région, qui alimentent une population dans les Bouches-du-Rhône d'environ 2 millions de personnes.
avec une gestion qui a été, à longueur d'année, modernisée. Aujourd'hui, on a à peu près un peu moins de 200 000 compteurs connectés qui nous permettent d'informer quotidiennement les clients de la Société des Eaux de Marseille de leur consommation et de les alerter s'il y a une consommation anormale sur une journée. En leur disant attention, vous avez consommé 2 à 3 fois plus que quotidiennement sur la dernière période. Vérifiez que vous n'ayez pas une fuite d'eau. C'est aussi l'utilisation des nouvelles technologies pour justement détecter dans les canalisations les fuites. C'est aussi l'humain qui se déplace parce que à l'oreille on entend une fuite. Et c'est un taux de rendement qui là aujourd'hui est de 86%, qui est sur le réseau d'alimentation en eau, qui est un des meilleurs en France. Et nous allons cette année sans doute arriver à 87% de rendement. Donc l'exportation, elle se fait évidemment naturellement. On est là pour apporter plus que nos conseils, parce que honnêtement, pour apporter un conseil, il faut bien connaître le territoire, il faut y vivre, il faut effectivement savoir comment est le climat, quelles sont les habitudes des gens, mais plutôt apporter une expérience et ensuite l'adapter au territoire. C'est ce que fait la Société des Eaux de Marseille Métropole, avec l'Institut méditerranéen de l'eau qui est très présent aussi en Afrique, et on essaye d'adapter les propositions en fonction du territoire et en fonction de ceux qui gèrent l'eau sur ces territoires-là. Donc oui, on a une vraie expérience. On a également des réflexions qui sont menées pour une meilleure utilisation de l'eau et notamment une économie d'eau à chaque fois qu'on peut la faire. Donc il y a aussi des conseils qui sont donnés aux clients pour justement réduire un certain nombre de consommations qui, même si elles sont minimes, quand elles sont ajoutées, apportent un gros volume. Puis je voudrais dire qu'on a encore de la progression à faire, notamment sur la ressource. Si je prends l'exemple de la centrale électrique de Saint-Chamas, elle rejette aujourd'hui 900 millions de mètres cubes dans l'étang de Berre, qui n'est pas assez salé aujourd'hui. Donc on est en train de travailler avec l'ensemble des partenaires, que ce soit la région, la métropole, le département, l'État, sur la façon dont nous allons pouvoir réutiliser, non pas ces 900 millions de mètres cubes, parce que c'est une limite administrative, mais en fait la possibilité de 2 milliards de mètres cubes. 2 milliards de mètres cubes par an qui peuvent produire de l'électricité et qui peuvent alimenter en eau justement des agriculteurs, recharger en eau un certain nombre de nappes phréatiques, mais aussi alimenter le développement économique de la zone industrielle de Fos pour la création d'hydrogène notamment, et qui évite justement de dégrader le milieu naturel. Donc on a de vrais enjeux et on essaye d'abord de se les approprier, et quand on peut les partager avec ceux qui ont les mêmes ou des enjeux connexes, eh ben on est volontaire et on le fait volontiers. Je crois que vous avez, Monsieur Concier, souligné 2 choses importantes, c'est-à-dire créer dans la collaboration des solutions adaptées, comme vous l'avez mentionné, aussi les nouvelles technologies. Et là, je vais me tourner vers vous, Monsieur Paquet. Vous, en termes de nouvelles technologies, qu'apportez-vous concrètement sur le terrain et comment l'adaptez-vous aux réalités auxquelles vous êtes confrontés avec vos solutions ? Oui. En fait, ce qu'on fait via la technologie, c'est qu'on essaie de construire ce qu'on appelle les patterns de consommation. Donc, à chaque fois qu'une robinet s'ouvre, nous, on a tout un algorithme qui comprend comment l'expérience que vous vivez avec l'eau, et on essaie de définir what we call la normale. Donc, il faut des références. Il faut, par exemple, vous avez mentionné le douche qui dure 9 minutes. Est-ce que c'est peu? Est-ce que personne n'a ces références? Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est construire cette normale via la technologie. Et à chaque expérience que vous vivez, nous, on la compare par rapport à la normale. Plus, on vous donne des recommandations personnalisées suivant le comportement de votre consommation afin de la rendre plus intelligente et plus responsable. Donc ça, c'est l'innovation. Donc on a les capteurs, la partie instrumentation mesure, la partie dashboarding et plus la partie comment changer les comportements. Parce que si on veut limiter les impacts négatifs de la sécheresse, c'est qu'il faut toute la masse, tous les acteurs qui changent de comportement et adoptent un comportement plus responsable par rapport à leur consommation. Même question à vous qui êtes présente alors en Tunisie, et vous avez quand même tracé une situation assez alarmante, j'oserais dire ce mot-là. Quelles solutions vous apportez pour changer à votre niveau la donne ?
Alors, nous sommes présents en Tunisie et en France, et on vend plus en France qu'en Tunisie aujourd'hui, mais principalement sur le sujet de l'irrigation. Ce qu'on fait, c'est on a une plateforme qui permet, entre autres, de collecter toutes les données qui sont relatives au sol, au climat et à la variété en elle-même de la culture, et de mouliner ça dans des modèles de l'IA pour donner à l'agriculteur à la fin et répondre à 2 questions: est-ce qu'il doit irriguer, et si oui, combien. Donc on le fait d'une manière très très spécialisée. Sur l'adaptation, on a ramené la solution, on a travaillé beaucoup avec les chambres d'agriculture en France. Aujourd'hui, on a un partenariat exclusif avec la chambre d'agriculture du Loiret. On a 17 chambres aussi qui vendent notre solution sur le territoire français. Ouais. Petite question, est-ce que l'agriculture est le plus grand consommateur d'eau? Oui, c'est 60% en France, 80% en Tunisie. Ce sont aussi eux qui, les 10 dernières années, ont le plus économisé, qui ont réduit de plus de 50% leur consommation d'eau. Et j'allais effectivement aller sur cette partie consommation. Mais c'est important de souligner. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, l'année dernière, on parlait de 20% de consommation. Aujourd'hui, on a doublé ça à 40%. Au terme d'économie d'eau, mais on a augmenté de l'autre côté la productivité de 35%, et ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui on ne fait pas de l'économie pour juste économiser, mais on sait qu'il y a certains mécanismes qui font de telle sorte aujourd'hui l'agriculteur, il peut faire un bon usage de l'irrigation sans pour autant affecter ou impacter sa culture ou sa récolte, mais plutôt aller même au-delà de ce qu'il est capable de produire. D'ailleurs, sur un chiffre que je veux partager avec vous, on a fait des études d'impact sur la région centre. On a pu, quand je dis on a économisé 20% en moyenne, c'est à peu près 463 mètres cubes à l'hectare. Si on ramène ça à la superficie irriguée du centre Val de Loire, on est à 160 millions de mètres cubes économisés, entre autres, ce qui fait que c'est à peu près la quantité qu'il faut pour 3 600 000 personnes, pour ce qu'il faudra avoir pour boire de l'eau douce pour une année. Donc imaginez l'impact qu'on peut ramener, entre autres, sur tout le territoire français, tout le territoire tunisien, et là on va y aller. L'impact est énorme. En tout cas, ouais. Le temps file, donc je terminerai par vous, Monsieur Guilleux. Vous avez parlé d'un exemple concret avec une start-up donc, qui va dans l'organisation, où il y a des millions de l'autre, 2 millions, c'est ça, si mes souvenirs 2 milliards, pardon, 2 milliards même, qui sont perdus. Quelle est l'importance d'une institution, une technopole comme la vôtre dans la coopération Europe-Afrique, notamment dans le sujet lié à l'eau? Alors, nous, on a énormément travaillé avec effectivement les pays du Maghreb central, pas mal avec la Côte d'Ivoire, pour essayer de travailler avec les cadres des ministères de l'environnement, de l'industrie, des affaires étrangères, à de la coopération décentralisée. Donc, on a reçu quasiment 400 personnes ici, et on a fait en sorte de partager le savoir-faire, la Société des eaux de Marseille, le Canal de Provence, des startups, des laboratoires de recherche. Et ça, en fait, ça nous permet de nouer des liens d'amitié très, très, très forts, effectivement, avec nos amis du Maghreb et d'Afrique. Mais ça permet quelque part de faire éveiller les consciences sur... l'idée toujours pareil, c'est pas de transposer ce qu'il fait ici, mais une fois qu'on revient dans son pays, on se dit mais éventuellement notre sujet on peut le travailler différemment parce qu'il existe des technologies, parce qu'il existe des acteurs qui sont prêts à s'investir et notamment financièrement et venir nous aider. Donc nous le vrai sujet et notre mission sur le Technopole de l'Arbois, c'est de favoriser effectivement ces coopérations et quelque part ce transfert de technologie. D'un côté, qui est l'Afrique qui vient nous aider parce que vous connaissez depuis mieux que nous en fait les solutions, les problématiques de réchauffement climatique dans lesquelles on va être confronté aujourd'hui. Et effectivement, comment sur certains sujets, nous aussi on peut travailler. On parlait de solutions fondées sur la nature puisque c'est la délégation de notre vice-président, délégué à l'environnement du département, Monsieur Réau. Il y a effectivement ces sujets notamment autour de l'eau où on peut travailler des stations d'épuration qui sont des stations d'épuration sur le principe de la phytorémédiation où on va prendre l'eau polluée et en fait cette eau va être traitée, on va générer 0 boue et en plus elle va être restituée dans l'environnement par le feuillage. Donc voilà, c'est ce type de technologie qu'on peut essayer de travailler ensemble. Le fait est qu'effectivement, il y a beaucoup de laboratoires de recherche de très bon niveau avec le CNRS, Aix-Marseille Université en France, et que ces laboratoires de recherche arrivent à essaimer et à créer des startups. Mais le marché, en fait, la problématique, je parle de marché parce qu'il faut bien les faire vivre, les startups, mais la problématique, elle est mondiale, et en fait, on ne s'en sortira qu'à travers une vraie coopération.
entre nous tous. Et puis, comme on a vraiment des liens culturels extrêmement forts entre nous et des liens d'amitié et presque de fraternité, hein, quand je vois les relations qu'on tisse, ben, je pense qu'il faut s'appuyer dessus pour essayer de bâtir le monde de demain. S'appuyer sur la coopération, ce sera le mot de la fin. En tout cas, je voudrais vous remercier et je vous demanderai d'applaudir nos intervenants quand même qui vous ont partagé des informations avec les fuites d'eau, comment nous consommons notre eau. J'espère peut-être que les chiffres qui vous ont mentionnés pourront vous permettre de sortir de cette salle avec quelques réflexions dans la manière dont nous consommons l'eau. Et nous avons notre water footprint. Donc voilà. Merci à vous encore une fois et je vous dis à bientôt.